Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des forces de gravitation, mais avant ça, on va faire déjà quelques petits rappels. Donc, on va étudier un système tout simple, composé d'un plomb, d'un fil, le tout suspendu au plafond. Donc pour étudier un système, il faut déjà que je me place dans un certain référentiel d'étude. Le référentiel, c'est l'objet de référence par rapport auquel je vais étudier le mouvement de mon objet. Donc ici, comme référentiel, je vais prendre le tableau. Je vais étudier le mouvement de mon plomb par rapport au tableau. Par extension, mon tableau, il est fixe. J'espère qu'il est bien fixé par rapport au sol. Donc, c'est le référentiel que je vais appeler le référentiel terrestre. Ensuite, je peux réaliser le diagramme objet-interaction de mon plomb. Donc mon plomb, il est en interaction avec les objets terre et avec l'objet fil. Avec l'objet terre, c'est une interaction à distance, donc représentée par une double flèche en pointillé. Avec le fil, c'est une action de contact que je représente par une double flèche pleine. Il faut ensuite que j'étudie le mouvement de mon objet. A priori, mon objet est en équilibre, c'est-à-dire qu'il ne se déplace pas par rapport au tableau. La position de l'ensemble des points de mon objet par rapport à une ou à un des points du tableau ne change pas, donc mon objet est fixe. On dit qu'il est en équilibre. Ça veut dire que on a un équilibre au niveau des interactions qui s'exercent sur notre objet. À partir de là, on a étudié notre système réel, on va pouvoir le modéliser. Le modéliser, ça va nous permettre d'essayer d'étudier de manière plus précise comment fonctionne notre système. Donc pour le modéliser, c'est simple. La première phase de la modélisation, c'est la schématisation. Une fois qu'on a schématisé notre objet, on va pouvoir représenter les forces qui s'exercent sur notre plomb. La première force qui s'exerce, c'est une force de contact. C'est le fil qui tire, qui retient le plomb. C'est la force du fil sur le plomb. Comme toutes les forces, elle a un point d'application, une direction, un sens et une valeur. Donc le point d'application, c'est l'accroche entre le plomb et le fil, la direction, la verticale, le sens vers le haut, et la valeur, je ne vais pas utiliser le dynamomètre pour la mesurer. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que cette valeur va être exactement la même que la force exercée par la Terre sur le plomb, puisqu'on est en équilibre. Donc je vais tracer une flèche exactement de la même longueur, qui va avoir également pour direction la verticale, cette fois vers le bas, et qui s'exerce non pas au point d'attache, puisqu'on n'a pas de point d'attache, c'est une interaction à distance, on va la modéliser comme s'exerçant au centre de gravité de notre objet. Et ici, j'ai représenté la force de la Terre sur le plomb. Cette force de la Terre sur le plomb, on a vu qu'on l'appelait également P pour poids. Voilà quelques petits rappels qui me semblent importants de préciser avant de parler des forces de gravitation. C'est Newton qui, le premier, a compris que le poids d'un objet, qui faisait que lorsqu'on saute
on retombe à la surface de la Terre, qui faisait qu'une pomme tombe d'un arbre, qui faisait que notre fil à plomb indique la direction de la verticale, était la même interaction qui faisait que la Terre tournait autour du Soleil, qui faisait que la Lune tournait autour de la Terre. Il s'est appuyé pour ça sur les travaux de ses glorieux prédécesseurs. On peut penser notamment à Galilée, entre autres. Mais il ne s'est pas contenté de dire que ces deux forces étaient de même nature. Il a également mis en évidence que cette force était de la forme une constante multipliée par la masse de la Terre, multipliée par la masse ici de notre plomb, mais ça peut être de n'importe quel objet, divisée par la distance entre les deux centres de gravité des objets. Ça veut dire qu'on va pouvoir calculer l'ensemble des forces de gravitation qui s'exercent entre deux objets qui ont une masse. Par exemple, si je prends ici une boule de pétanque et ma calculatrice, je sais qu'il y a une force d'interaction gravitationnelle qui s'exerce entre les deux. Cette force, elle va être très très faible, parce que les masses ici de mes deux objets sont très faibles, donc on n'a pas de mouvement. Les frottements et l'ensemble des choses qui font que nos objets, si on fait le diagramme objet-interaction, ici, l'interaction va être négligeable, c'est-à-dire qu'on va la négliger, elle ne va pas avoir d'influence directe. Par contre, dès qu'on va avoir des objets qui vont avoir des masses plus grandes ou des distances plus petites, on va pouvoir avoir une influence et on va pouvoir mettre en évidence ces forces d'interaction gravitationnelle. Donc si je prends deux objets isolés, un objet A, un objet B, où j'ai représenté les centres de gravité, je vais pouvoir déjà commencer par construire mon diagramme interaction de l'objet A avec l'objet B. Si le système est isolé, ils exercent chacun l'un sur l'autre une force, donc on a bien une interaction gravitationnelle de l'objet A sur l'objet B. Si je veux représenter à présent les forces de l'objet A sur B et de l'objet B sur A, il va falloir que je définisse ces forces avec mon point d'application ma direction, mon sens, et enfin la valeur de ma force. Le point d'application de la force exercée par l'objet B sur l'objet A, elle est donc sur au point d'application GA. La direction, c'est la droite GB. Le sens, l'objet B attire l'objet A. Donc la force de B sur A, c'est vers l'objet B, puisque c'est une force d'attraction. Donc la force exercée par B sur A, elle attire l'objet A vers l'objet B. Et la valeur, c'est donc G, MA, MB, divisé par la distance GA, GB, au carré. Comme je peux m'amuser à prendre un système isolé, que je peux choisir les masses et les distances, je peux très bien dire que la masse de A c'est 1, la masse de B c'est 1, la distance GA-GB c'est 1, donc en fait la force, je peux représenter une longueur de valeur petit g. Ici, donc ma force exercée par B sur A, après je peux choisir une échelle, mais peu importe. C'est celle-ci, avec le point d'application GA, la direction GA, GB, le sens vers l'objet B, et la valeur. Ici, je n'ai pas choisi d'échelle, je représente ça de manière simplifiée. Et la force d'attraction gravitationnelle de A sur B
eh bien, elle s'exerce, elle, au centre de gravité de l'objet B dans ma modélisation. Sa direction, c'est GA, GB ou GB, GA également. Il n'y a pas de sens de parcours. Par contre, le sens, cette fois, ça va être vers l'objet A parce que c'est également une force d'attraction. Et enfin, la valeur, elle va être exactement identique puisqu'elle dépend de la masse A et de la masse de B et de la distance entre les deux. Donc finalement, j'ai exactement la même valeur de force. Si je prends tout égal à 1 comme tout à l'heure, j'ai bien 1, 1, 1. Donc ma force est bien égale à G. La valeur de la force est bien égale à G. Donc je peux faire une toute petite analyse comme c'était demandé dans la question 2, raisonner de votre activité. Lorsque j'ai cette formule, G c'est une constante, donc elle ne varie pas, elle est la même partout dans l'univers. MA fois MB divisé par la distance au carré entre les deux grandeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la masse va augmenter, la force va augmenter. Quel que soit l'objet. Plus l'objet est lourd, plus l'interaction gravitationnelle qu'il va exercer sur l'autre objet ou sur lui-même va augmenter. Plus la valeur de la force va être grande. On divise par la distance entre les deux objets. Si on divise par la distance, plus la distance va être grande, plus la force va être faible. D'accord? Ici, pour deux objets, G, MA, MB, on va considérer que c'est fixe. Un objet de masse A, un objet de masse B, et G ne change jamais. Si on met 1 mètre entre les deux, on va diviser par 1. Si on met 2 mètres entre les deux objets, on va diviser la force par 4. Si on met 10 mètres entre les deux objets, on va diviser la force par 100. Donc plus la distance entre les deux centres de gravité des objets va être grande, plus la force va être faible. D'accord? Donc à présent, on va pouvoir, malheureusement, ou heureusement, tout dépend, faire un petit peu de mathématiques. Donc on va calculer, on va utiliser cette formule pour calculer un certain nombre de choses. C'est quelque chose qui peut vous paraître, suivant votre maîtrise des fractions, des puissances de 10, un petit peu compliqué. Par contre, c'est quelque chose qu'il faudra maîtriser à moyen, voire court terme, pour certains d'entre vous. Donc ici, on a remplacé, on a notre constante gravitationnelle, G. G vaut toujours 6,67 fois 10 exposant moins 11. On l'appelle petit g parce que ça simplifie en fait l'écriture dans les calculs. Et on le remplace uniquement à la fin pour pouvoir faire nos applications numériques, comme on est en train de faire ici. La masse de la trousse, ici, c'est 0,2. On vérifie l'unité qui nous a été donnée, c'est bien 0,2 kg. La formule elle est donnée avec des kilogrammes, donc il n'y a pas de souci. Ici, on a la masse de la Terre. Donnée en kilogrammes également, donc pas de problème. Et ici, on a la distance entre les centres de gravité de la Terre et les centres de gravité de la trousse. Alors, a priori, je pense que c'est le rayon de la Terre. Hein, on ne s'est pas amusé à être aussi précis que ça n'aura aucun sens. 6,4 fois 10 exposant 6, qu'on élève bien au carré. Et si on fait ce calcul-là, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve environ 2 newtons. Alors, petite explication très rapide, il faudra revoir ça en mathématiques. En général, quand on a une fraction comme ça, avec pas mal de calculs, on va mettre d'un côté toutes les valeurs décimales, donc 6,67 fois 5,97 divisé par 6,4 au carré, multiplié, et on va mettre toutes les puissances de 10 de l'autre côté. Donc 10 exposant moins 11 fois 10 exposant 24 divisé par 10 exposant 6 au carré. Et on va comme ça pouvoir faire un calcul relativement simple, rapide et efficace.
Si on utilise la même formule pour calculer la force d'attraction gravitationnelle entre la trousse par exemple et le stylo, on va trouver de la même manière 5,34 fois 10 exposant moins 13 newtons. D'accord? Donc ça veut dire que c'est 5,34 divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, 13 fois. D'accord? On est dans le millionième de milliardième au niveau de l'ordre de grandeur. Donc vous voyez bien que de Newton, vous voyez bien que ce sont des interactions qui sont tellement petites que effectivement il n'y a pas de déplacement qui vont se créer entre la trousse et le stylo. Pour terminer, je vous mettrai en lien deux petites vidéos parce que ce qui va être intéressant en fait avec tout ça, c'est que déterminer la constante gravitationnelle, ça a été un enjeu expérimental majeur, et en déterminant la constante gravitationnelle, quelque part, on a réussi à déterminer la masse de la Terre. On a pu peser la Terre. Et c'est quelque chose qui, physiquement, je trouve, est intéressant. Voilà, bon courage à toutes et à tous, et passez de bonnes vacances.